Pamela. Peux-tu te présenter et dire ce qui t'a amené à étudier la communauté de dauphins de Tipouta? Bonjour à tous, donc je m'appelle Pamela Carzon, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je vis en Polynésie française et plus de 10 ans maintenant que je travaille sur une communauté de grands dauphins, donc Tursop-Sonkatus, qui vit aux abords de la passe de Tipouta, au nord de l'atoll de Rangiroa. Alors j'étais passionnée par les cétacés et leur environnement depuis bien longtemps avant d'arriver en Polynésie et de commencer à travailler sur ces animaux. C'est une passion qui date de toute petite. J'avais eu la chance en fait de pouvoir travailler sur différentes espèces de cétacés avant de venir ici. Des grands dauphins, des orques, les rorquals bleus, etc. Et j'ai décidé de poser mes bagages à Rangiroa parce que déjà c'est un endroit magnifique. Et ensuite, on a affaire ici à une problématique et à des comportements de la part des animaux et des êtres humains qui sont particulièrement intéressants pour essayer de faire avancer nos relations avec la faune sauvage. Quelle est la spécificité de cette communauté de dauphins? Cette communauté de grands dauphins, elle a certaines particularités, notamment le fait qu'elles vivent dans un environnement insulaire relativement isolé, éloigné de tout continent. On a une petite communauté, très peu d'individus en permanence, à peu près une trentaine de dauphins qui la constituent d'une année sur l'autre. Ces animaux, pour certains, sont résidents à long terme sur la zone de Tipouta, donc sur une toute petite zone qui fait moins de 2 km². Sont soumis depuis maintenant plus de 30 ans à des activités soutenues, à des activités anthropiques, des activités humaines soutenues et notamment des activités touristiques. Donc on a vu des changements comportementaux au fil des décennies assez importants émerger au sein de cette communauté et notamment chez certains individus. En fait, on peut voir vraiment l'apparition, l'émergence des comportements et la transmission de certains comportements au sein de cette communauté de grands dauphins en fonction de différents paramètres. C'est quelque chose qu'on peut étudier de manière assez fine, assez subtile ici sur la zone de Tipouta. Et parallèlement également le comportement du coup des êtres humains vis-à-vis de cette espèce qui est quand même très emblématique, qui est entourée de nombreux préjugés culturels, notamment dans nos sociétés occidentales. Donc il y a pas mal de choses à étudier, que ce soit du côté des cétacés, à titre individuel, vraiment à échelle individuelle. On travaille sur des individus, pas sur une espèce, et au niveau des comportements humains, mais ça c'est plutôt le fait de spécialistes avec lesquels on travaille, notamment de spécialistes en sciences sociales avec lesquels on fait un travail assez complémentaire. Tu étudies ces dauphins dans le cadre d'une thèse de doctorat. Quels en sont les principes axes de recherche? Sur le tard, j'ai repris des études. J'avais déjà plus ou moins un background scientifique. J'ai eu l'opportunité en Polynésie, en fait, à travers l'école pratique des hautes études, de faire un diplôme de l'EPHE. Donc, il m'a donné un équivalent Master 2 à peu près, et d'embrayer ensuite sur une thèse de doctorat, donc que je fais actuellement, une thèse en éthologie du coup, qui va suivre en gros, dont le travail va suivre deux grands axes. Le premier va être destiné à essayer de caractériser les dauphins qui sont impliqués, les dauphins qui sont non impliqués dans les interactions avec les plongeurs sous-marins et les snorkeleurs, et également d'essayer de déterminer un profil comportemental pour chacun de ces dauphins dans le cadre de leurs interactions. La deuxième partie de la thèse consiste à évaluer les risques en s'appuyant sur des travaux qui ont été faits sur des thématiques proches ou similaires depuis plus de 40 ans maintenant. Donc évaluer les risques qui sont liés à ces interactions rapprochées, répétées dans le temps entre ces êtres humains et les dauphins. Donc les risques pour les dauphins d'une part, et les risques pour les êtres humains d'autre part. On pourrait même parler des risques pour l'activité touristique de manière générale. On va parler de risques à court terme, aussi de risques à moyen terme et de risques à long terme. On sait qu'il y a pas mal de risques qui ont été soulevés depuis une quarantaine d'années maintenant, dans des contextes plus ou moins proches. Ici, on a observé une évolution aussi des risques qui va de pair avec une familiarisation de plus en plus extrême entre les dauphins et les êtres humains. Et l'idée, évidemment, c'est d'émettre des recommandations, d'essayer d'améliorer un petit peu ces relations dans l'intérêt de tous,
et si possible peut-être d'en arriver à mettre en place un véritable écotourisme sur la zone de Tiputa, parce que pour le moment on peut vraiment pas parler d'écotourisme quand on voit le type d'interactions qui ont lieu sur cette zone entre les êtres humains et les dauphins. Certains de ces dauphins viennent au contact des plongeurs et des snorkeleurs. Comment ces interactions se sont-elles développées? Alors à l'heure actuelle, on a certains dauphins de la communauté de Tiputa qui tolèrent ou recherchent parfois un contact physique avec les plongeurs sous-marins et avec les snorkeleurs. Ça s'est pas fait de manière spontanée, évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas issu non plus d'un processus magique, d'une relation particulière entre l'homme et le dauphin, pas du tout, ça peut très bien s'expliquer à travers notamment des processus comportementaux qui sont connus en éthologie, notamment l'habituation et le conditionnement. Ça s'est mis en place de manière réciproque. On a eu d'une part une volonté active de la part de plongeurs de réduire la distance avec ces animaux, de les rendre de plus en plus familiers à notre présence. Ça s'est fait sur plusieurs décennies, bien entendu. Et d'un autre côté, donc cette espèce, le grand dauphin, qui est quand même connu pour son répertoire comportemental particulièrement flexible et opportuniste. Là, je parle à l'échelle de l'espèce, mais évidemment, à titre individuel, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et qu'au sein de cette communauté d'une trentaine de dauphins, par exemple, on va avoir certains individus qui vont être plus bold, comme on dit, plus confiants, qui vont être plus aptes en fait à s'habituer, voire à être conditionnés à s'approcher d'une certaine manière des êtres humains pour rechercher une certaine forme d'interaction. Alors qu'à côté, on a aussi des individus qui sont beaucoup plus sensibles à la présence chronique d'êtres humains sur leur zone de vie privilégiée et qui, eux, vont avoir tendance à éviter, voire fuir de manière répétée notre présence. Donc c'est ce qu'on appellerait des individus plus shy, plus timides, entre guillemets. Ça, c'est vraiment pour simplifier à l'extrême. Ça s'est mis en place, comme je vous disais, sur le long terme. Et c'est intimement lié à l'histoire de la plongée à Rangirois. Il faut savoir que le premier centre de plongée a ouvert ses portes au milieu des années 80. Et que, selon les dires en fait, de ces vieux plongeurs, les dauphins auraient commencé à s'habituer à notre présence chronique sur leurs habitats privilégiés entre 5 et 10 ans plus tard. À l'heure actuelle, voilà, on a certains dauphins, des dauphins de deuxième génération. Il faut savoir que les jeunes dauphins sont plus aptes aussi à tirer parti, voire à s'habituer de situations nouvelles, qui, pour certains, vont interagir de manière très très régulière avec les êtres humains, et certains autres qui sont résidents sur la zone depuis très très longtemps, ou au sein de la communauté depuis très très longtemps, qui continuent systématiquement à éviter la présence humaine. Donc ça dépend vraiment des individus. Tu évoques notre vision anthropomorphique des dauphins. Que veux-tu dire exactement? On retrouve énormément, ce qui est naturel, en tant qu'être humain, on va avoir tendance à avoir une vision anthropomorphique des choses. Alors l'anthropomorphisme, en gros, ça va être l'attribution de caractéristiques et d'émotions humaines à d'autres individus appartenant à d'autres espèces, comme des dauphins par exemple, ça pourrait être des chiens, des chats, peu importe. Le grand dauphin, pour sa part, il a cette espèce de sourire, ou plutôt de pseudo-sourire, qui est un trait morphologique chez lui, qui lui donne un aspect joyeux en permanence. Il s'agit juste, encore une fois, en fait, d'un attribut morphologique. Dans tous les cas, entre cet attribut-là et tous les médias qui nous ont bercés, Flipper, Le Grand Bleu, etc., dans les cultures occidentales, en tous les cas, on a vraiment énormément de préjugés autour de ces animaux. On a tendance à oublier qu'il s'agit d'animaux sauvages, qu'il s'agit de prédateurs dans leur milieu, qui peuvent être potentiellement agressifs, ça arrive même de manière régulière, des accidents entre des êtres humains et des dauphins, notamment en captivité ou en milieu naturel, peu importe. On a tendance à éluder, à occulter en fait ce côté du dauphin pour s'attacher juste à cet aspect imaginaire, donc anthropomorphique, encore une fois, lié à ce sourire, lié à cet intérêt soi-disant particulier de l'animal pour l'être humain, alors que le grand dauphin est une espèce avant tout opportuniste, fascinante certes, c'est pas parce qu'elle s'intéresse pas particulièrement à l'être humain qu'elle n'en est pas intéressante et fascinante à étudier. Dans tous les cas, on attribue à cet animal une espèce d'aura hyper emblématique, j'allais dire un peu comme l'aura très négative qu'on pourrait attribuer au loup ou au requin. Voilà, c'est un petit peu dans le même esprit, excepté que là, on a une image hyper positive d'un animal, et du coup, en fait, cet animal, on ne le connaît pas.
on ne le connaît pas, on ne s'y intéresse pas vraiment, on se contente en fait de cette image, de cet imaginaire qu'on a fabriqué autour du dauphin. Voilà. Et ça peut donner lieu à des comportements hyper risqués, notamment en milieu naturel, et à des accidents, comme on en a déjà vu. Aujourd'hui, et depuis maintenant, allez, on va dire une quinzaine d'années, les grands dauphins de la zone de Tipouta sont vraiment l'attraction touristique principale, notamment pour les plongeurs sous-marins. Le problème, c'est que ces activités d'observation et d'interaction avec les dauphins, malheureusement, ne sont pas encadrées de la manière la plus éthique. On voit des comportements assez aberrants au quotidien, malheureusement, dans le cadre de ces interactions, qui augmentent le potentiel de risque de façon significative. Alors les risques peuvent être des risques pour les animaux à moyen ou long terme, comportements inopportuns de la part d'êtres humains, des risques pour les êtres humains eux-mêmes, puisque le grand dauphin il est dans son environnement, on est juste des invités. C'est un prédateur, encore une fois, c'est un animal pour certains individus qui peut peser plus de 400 kg. Autant on va avoir des comportements affiliatifs, alors des individus qui sont s'approcher, qui vont se caresser les uns les autres, autant on peut aussi avoir des conflits récurrents entre certains dauphins, avec des tentatives d'intimidation, des postures d'intimidation, des collisions directes entre certains dauphins dans ces contextes conflictuels. Et on a ces comportements affiliatifs et des comportements agonistiques aussi qui vont être étendus aux êtres humains qui fréquentent de manière quotidienne l'habitat des dauphins, avec parfois des situations très très à risque qui ont été observées là dans le cadre des interactions entre plongeurs, snorkeleurs et on a un certain nombre de risques qui ont été mis en évidence dans le cadre des interactions très familières, très rapprochées entre des dauphins et des êtres humains. Alors il y a des risques pour les animaux, donc il y a des risques pour les dauphins qui sont liés à l'habituation, une perte de vigilance notamment des animaux vis-à-vis des activités humaines. Pour citer celui-ci, une modification du comportement des animaux, donc avec des comportements qui vont apparaître, qui peuvent être délétères à moyen ou long terme pour les individus impliqués, voire la communauté à laquelle ils appartiennent. On a, dans le cadre notamment de contacts physiques, risque de transmission de maladies. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont communes au grand dauphin et à l'homme et qui sont transmissibles d'une espèce à l'autre. On peut avoir également un risque pour des animaux devenus très familiers de comportements délétères de la part d'êtres humains qui n'ont pas forcément envie de se retrouver à proximité des dauphins. Il faut savoir que beaucoup de gens sont contents de voir des dauphins, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas contents. Et il y a des endroits où des dauphins devenus trop familiers ont été considérés après comme des nuisances et ont été détruits, parfois de manière très très brutale, par certains usagers de la mer. Donc à partir du moment où on familiarise trop ces individus à notre présence, on les rend aussi beaucoup plus vulnérables aux êtres humains de manière générale. On a aussi donc des risques pour les êtres humains. On a des risques directs, des risques indirects. Alors là, sur la zone de Tipouta, parmi les risques directs, on observe très souvent des tentatives d'intimidation, des tentatives d'agression de la part de certains dauphins. Ensuite, on peut avoir ailleurs dans le monde, alors ça n'a pas été observé, on croise les doigts sur la zone, mais il y a eu des agressions directes aussi, des cas de collision notamment, des gens qui se sont fait très très peur, avec risque de blessures assez sérieuses, voire de mortalité dans certains cas. Au niveau des risques indirects, là on a affaire à l'activité de plongée sous-marine qui comporte des risques inhérents donc à cette activité. Les gens, souvent dans l'euphorie de l'observation d'une rencontre rapprochée avec les dauphins, ils vont oublier toutes les règles élémentaires en fait, qui sont liées à l'activité de plongée. On peut voir des personnes qui remontent en surface en catastrophe, ou bien qui vont descendre, qui vont suivre des dauphins, qui vont partir de 15 mètres de profondeur, qui vont suivre des dauphins jusqu'à 40 voire 50 mètres de profondeur. On peut aussi avoir des essoufflements, des gens qui vont suivre les animaux ou qui vont jouer avec les animaux, excepté que en plongée, évidemment, nos capacités respiratoires sont modifiées et on peut très très facilement s'essouffler. Donc ça, c'est des choses qu'on observe de manière plus ou moins régulière sur la zone de Tipouta. Ouais. Après, à long terme, si vraiment il y a un accident grave impliquant un être humain et un dauphin,
il y a tout simplement un risque de disparition de l'activité touristique. En fait, à vouloir trop manger sur du court terme, on risque tout simplement de tuer la poule aux œufs d'or. Voilà. On a ici une situation extraordinaire pour pouvoir sensibiliser à la préservation, à une meilleure connaissance, à la conservation des dauphins et de leur milieu. On va en arriver à du parc aquatique, en gros du delphinarium, à véhiculer des messages de cirque qui n'ont absolument rien à voir avec une meilleure connaissance de ces animaux en tant qu'animaux sauvages, et à de la désinformation même presque, à des comportements en fait qui ne sont pas éthiques et qui ne sont pas respectueux et qui risquent même, encore une fois, de tuer la poule aux œufs d'or à long terme. Est-il possible de développer une activité touristique avec les dauphins de Rangirois? À quoi pourrait-elle ressembler? Il serait très possible de développer une activité touristique éthique et respectueuse avec les dauphins de Rangirois, une activité qui respecterait d'une part le bien-être des animaux, d'autre part la sécurité des usagers de la mer, et enfin qui pourrait mener à une pérennisation, une durabilité de ces activités, en s'inspirant de choses qui existent en fait depuis très très longtemps, alors notamment de la notion d'écotourisme, mais véritable écotourisme entre guillemets, qui a été étudié par de nombreuses personnes. En gros, l'écotourisme, qu'est-ce que c'est? Ça va être une activité touristique qui va favoriser la conservation des espèces ciblées, qui va fournir en fait aux personnes qui participent une dimension vraiment éducative. Les gens vont apprendre quelque chose, s'impliquer dans quelque chose, et qui va également bénéficier aux populations locales. Donc ça, c'est vraiment les trois grands concepts qui font l'écotourisme. Après, ici, malheureusement, on n'en est pas encore là. On a plutôt une activité de consommation en fait des dauphins et de leur environnement qui ne correspond pas du tout à l'image en fait de base de ce qu'est l'écotourisme. Alors il faut savoir en plus que l'écotourisme est un terme qui a été beaucoup galvaudé. Il faut faire attention à ne pas le confondre avec tourisme animalier par exemple, tourisme nature, c'est ce qu'on appelle un buzzword, hein. Tout le monde l'utilise aujourd'hui pour qualifier un petit peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, il faut bien se renseigner avant de partir dans ce type d'activité pour être sûr qu'on ne va pas, nous aussi, participer à des activités qui sont finalement délétères pour les animaux, pour leur environnement et qui, en plus, au niveau éducatif, vont absolument rien nous apporter. L'idéal, ici, sur la zone de Tiputa, ça aurait été presque de s'arrêter en fait à cette phase d'habituation, en quelque sorte, qui permet d'observer les animaux dans leur milieu naturel, qui permet d'avoir accès à leur comportement intraspécifique, de mieux connaître ces animaux en tant qu'animaux sauvages, tout en intervenant le moins possible en fait, en étant vraiment des invités, en contemplant leur vie, en essayant de ne pas s'imposer, de ne pas consommer comme malheureusement ce qui se fait aujourd'hui. Dans le cadre de l'association, on a décidé de développer, de mettre à profit le concept d'éco-volontariat, qui est un concept très intéressant, qui rentre justement dans le cadre de l'écotourisme. Alors d'une part, ça permet de donner l'exemple, en montrant que oui, ça peut se faire. On n'est pas obligé de consommer, entre guillemets, du dauphin, de manipuler du dauphin comme s'il était à notre merci, hein, pour pouvoir avoir des observations très intéressantes, des observations qui satisfassent en plus les personnes en fait, qui ont la chance de pouvoir observer ces animaux dans leur milieu naturel. Ça nous permet également donc, de faire d'une pierre deux coups. On va pouvoir impliquer des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées aux thématiques sur lesquelles on travaille pendant 2 semaines. Des éco-volontaires hein, sur les travaux qu'on fait ici. Donc ça va leur permettre de découvrir un milieu qu'ils ne connaissent pas forcément, un animal finalement qu'ils ne connaissent pas forcément, de remettre un petit peu tout à zéro, hein, de repartir sur de nouvelles bases. Et pas que les dauphins d'ailleurs, ils vont aussi découvrir ou redécouvrir l'environnement des dauphins, puisqu'ici il y a quand même aussi beaucoup de requins par exemple. Donc ça permet vraiment de refaire un petit point là-dessus, sur nos relations avec les animaux sauvages. Donc il y a vraiment ce côté découverte, le côté implication. C'est-à-dire qu'on va présenter notre travail aux éco-volontaires, on va les former, on va leur proposer de s'impliquer à leur échelle, s'ils se sentent ou pas, dans divers travaux de l'association. L'implication des éco-volontaires, elle va se faire sur le terrain d'une part, et elle va se faire en aval aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter juste d'acquérir plus de connaissances de terrain sur ces animaux, on va aussi essayer de comprendre en fait ces informations qu'on collecte, de les valoriser,
Et on va impliquer également du coup les éco-volontaires dans ce travail. Donc en gros, l'éco-volontariat, ça va permettre de former, de sensibiliser et d'impliquer des gens dans notre travail associatif tout en donnant l'exemple, en montrant qu'il est possible de proposer l'observation des animaux sauvages dans leur milieu naturel d'une manière peut-être un petit peu plus éthique que seulement penser à consommer, à satisfaire nos besoins. Effectivement, de proposer aux gens une autre manière de découvrir ce monde qui sort un petit peu des sentiers battus et qui va, la plupart du temps, les gens, c'est vrai que quand ils sortent des missions, ils sont transformés en quelque sorte, c'est-à-dire que la rencontre déjà avec les animaux sauvages a tendance à avoir une dimension émotionnelle très forte, très importante, à nous faire revoir un petit peu notre position aussi hein, dans le cadre des systèmes écologiques et aussi peut-être à nous remettre en question sur des préjugés qu'on pouvait avoir sur ces animaux, sur leur environnement. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très très intéressantes. On implique notamment, pour donner un exemple, une des choses en fait qu'on fait avec les volontaires, on les forme à l'identification, à la reconnaissance des dauphins sur le terrain et en aval de notre travail de collecte. Et du coup, ils se rendent compte que, encore une fois, on n'a pas affaire à une espèce, on a vraiment affaire à des individus qui ont chacun leur histoire. Pour certains dauphins qui sont là depuis 20 ans, voire 30 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes.